La douleur morale est très corrosive, plus dure et beaucoup plus déchirante que la douleur physique. La déception, le manque de respect, la séparation, le deuil, l'échec, le rejet ou encore l'abandon sont des mots capables de causer les pires ravages, même chez les personnes les plus fortes. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Il faut apprendre à vivre avec certains événements de la vie qui nous éprouvent sévèrement et nous laissent des taches indélébiles. La douleur et la souffrance sont toujours inévitables pour une grande intelligence et un cœur profond. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 3 juillet 2024. Juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansérine Fatoumbi. On vous fera suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui rencontraient ça et là dans cette ville vitrine du pays qui s'expriment sur la médiation initié par les anciens présidents Thomas Bouniani et Nicéphore Dieudonné Soglo, et également leur rencontre avec le président Patrice Talon lundi dernier, une rencontre qui a donné naissance à la mise sur pied d'une commission tripartite en vue d'obtenir le dégel de la crise Bénin-Niger. Le président de l'Alliance Iroko, Bertin Corvis, s'est également prononcé sur la rencontre qui a eu lieu lundi dernier au Palais de la Marina. Vous aurez à suivre son opinion sur cette rencontre d'envergure. Quelques artistes de la ville de Parakou ont livré leurs impressions sur la qualité et les perspective de la musique béninoise. Assure également cela dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté, comme je disais tantôt ce matin, par Nansérine Fatoumbi. Juste après son passage, on n'aura pas la page des sports malheureusement. On aura droit à la définition du jour qui sera présentée par Francis Farami. Francis qui nous fait découvrir ce matin l'expression jouer au chat et à la souris. La rubrique trucs et astuces sera présentée par Atifa Olafa comme à l'accoutumée. Elle nous fait découvrir l'astuce infaillible pour éviter que les baskets neuves couinent. Et juste après elle, les prévisions astrologiques avec Kanté Amoussou. Les natifs du signe Cancer sont les plus chanceux aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes dans leur période. Natifs du signe, le ciel Rumégioto, tout un programme de succès en affaires, que ce soit dans vos projets matériels ou financiers ou au cœur même de votre travail. Après cela, vous aurez droit au panel de discussion. On va échanger ce matin autour de la jalousie dans un couple, une preuve d'amour ou un comportement toxique. C'est la question à laquelle Carles Kitome, Kanté Amoussou, Nansérine Fatoumbi et Atifa Olafa auront à répondre. Et juste après, on va recevoir pour vous avec Atifa Olafa le professeur David Kofiaza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Avec lui ce matin, on parle de l'importance du nom. Lorsqu'on a un nom, quelle est sa connotation sur le plan spirituel, psychique et au-delà de l'entendement humain. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve ensemble pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose Agence nationale d'identification des personnes ANIP, démission ou limogeage de Niamoulenda. Le Canada nous apprend que Pascal Niamoulenda, directeur général de l'ANIP, aurait déposé le tablier au crépuscule de ce mardi 2 juillet 2024. C'est la nouvelle rapportée, précise le confrère ce matin en manchette avec la photo de l'intéressé. Mais au regard des faits, est-ce réellement une démission ou un déchargement? Se questionne la rédaction. De toute façon, son remplaçant est connu presque à la même heure de sa supposée démission annoncée. Retrouvez l'article qui vous fait le point à la page 3. Fédération béninoise de pétanque, une nouvelle personne suspendue. Son identité vous est révélée à la page 4. Musique à la une de l'informateur de ce matin. Faux Logozo en concert live samedi prochain. Retrouvez le lieu et l'agenda et les conditions d'accès à ce live dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le site national de Bedjomende, l'annexe d'Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin, Assemblée nationale, un nouveau code sur l'aviation civile et commerciale. Vous avez une image de la représentation nationale qui est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver en page 2. Recensement général des entreprises. Le secteur privé se modernise, baisse du taux d'informalité des entreprises. Retrouvez le constat de la rédaction du quotidien de service public à la page 5 de sa livraison de ce matin. Crise frontalière, le Niger tend à accepter la main tendue du Bénin. À l'oreille droite, réunion de concertation entre la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'ABBF. Lire le communiqué de presse à la page 4 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité ce matin en manchette, vacances scolaires au Bénin, moment d'épanouissement pour les apprenants. Le sociologue Valérie Idossou, je cite, les parents envoient l'enfant pour qu'il découvre un autre monde, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 3 et 4. Agence nationale d'identification des personnes ANIP, Pascal Niamoulenda se retire, Aristide Adjinakou le remplace. Retrouvez le parcours emblématique du nouveau directeur général de l'ANIP dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal, quant à lui, ce matin en manchette, s'intéresse également à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Le Rwandais Pascal Niamoulenda démissionne. Aristide Adjinakou nommé directeur général. Lutte contre la sortie frauduleuse des produits du territoire national. 84 tonnes de noix de cajou interceptées. Retrouvez des précisions sur cette saisine de la police républicaine à la page 2 de la parution de ce matin du Cana qui nous apprend que dans le cadre du vol à l'ex-sucrerie de Complan du Bénin, 2 militaires ont été mis aux arrêts. Matin libre ce matin en manchette, décès de Latif Radji, réaction des démocrates. Je cite, les droits des détenus bafoués, fin de citation. Les cas Rikia Madougou et Joël Frédéric Aïvo, évoqué le parti politique Les Démocrates, exige la fin des détentions arbitraires. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 2 de la livraison de ce matin. Rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï restent au cœur du processus. La lourde responsabilité des anciens présidents est décrite à la page 2. Pénurie d'eau dans le département de l'Atakora. Les populations à bout de souffle, nous apprend ce matin la une du quotidien Matin Libre. Le potentiel, quant à lui, nous rapporte une plainte d'un client insatisfait après l'achat d'un pick-up neuf mais défectueux.
à CFAO Motors. Le canal nous apprend que CFAO Motors a été condamné à rembourser 30 millions de francs CFA environ. La société devra aussi payer 15 millions de francs CFA d'amende aux clients victimes de l'accident retrouvé. Le verdict de ce procès dans les colonnes de la page ce matin du journal. Commune de Savet, 2 militaires en garde à vue pour vol d'objets à l'ex-Sucobé. Le récit exclusif des faits ayant conduit à l'arrestation de 2 autres civils à la page 4 de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de le potentiel de ce matin, grave dysfonctionnement dans les services de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, 10 personnes déposées en prison, le directeur général démissionne. Retrouvez des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien d'investigation et d'analyse Le Potentiel. Libération, quant à lui, nous propose ce matin construction de 3 nouveaux lycées techniques professionnels, un financement de 30 milliards de francs CFA pour le Bénin. Retrouvez la répartition de ces fonds dans les colonnes de la page ce matin du journal. Après le rejet des ananas béninois sur le marché français, qui pour attester de la qualité des fruits, légumes et autres consommés au Bénin, s'interroge le journal. Nord-Sud quotidien à présent. Brigade économique et financière BEF, licenciement collectif, les heures chaudes du directeur général de l'ANIP avant sa démission. Retrouvez le film des événements à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, gestion des nouveaux marchés, l'ANAGEM pour une approche inclusive. Nous passons à présent à la guérite, demande de libération des détenus et exilés politiques, nécessité de solliciter l'intervention de la première dame, Patrice Talon à propos de son épouse. Quand certaines personnes, autant pour moi, me donnent des recommandations, je suis docile. Le canal, comme vous l'apercevez si bien, illustre son titre avec une photo prise lors d'un 1er août où on aperçoit le président Patrice Talon et son épouse en train de se chuchoter. Le pays émergent à présent nous propose ce matin à sa une, fait en apothéose de la phase nationale des championnats départementaux D4 Bénin après ESAE Football Club et Espoir Football Club. Quentin Toussaint Didavi réussit un autre chelem avec Ewedje Football Club. Tel un Bollinger, un homme à qui tout réussit dans le football. En illustration, la photo de l'illustre personnage. Retrouvez l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. 4e édition du tournoi de l'indépendance de la ville de Cotonou. Patrice Alakbato et la Fondation Initiative Citoyenne œuvrent pour la promotion du football à la base. Le Télégramme, quant à lui, ce matin, après la médiation des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, le général de brigade, le président de la junte au pouvoir, Abdourahmane Tiani, ouvert à un dialogue avec Patrice Talon, lire le communiqué sanctionnant la visite au Niger des anciens présidents du Bénin à la page 2. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, Assemblée nationale, Parfait Arroyo, parle de l'usage du numérique, de ses impacts sur les libertés. Le quotidien Décryptage Info à présent, crise Niger-Bénin, baisse de 15% de chiffre d'affaires du port autonome de Cotonou. L'affiche du jour ce matin, décès de la première femme journaliste 10 ans après. Une décoration de Marie-Josée Sombo pour stimuler la nouvelle génération. Nous passons à présent à l'autre quotidien pour finir. L'autre quotidien, retour rapide à la normale entre le Niger et le Bénin. Les autorités nigériennes favorables à la mise en place d'une commission tripartite. Vous avez en illustration Patrice Talon, Abdourahmane Tiani, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï. Patrice Talon qui est le président de la République du Bénin, Tiani qui est le patron de la junte au pouvoir au Niger et Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, ancien président de la République du Bénin. Autre information à la une de l'autre quotidien de ce matin. Affaire blanchiment de capitaux, le député Nestor Noutaï, relaxé au bénéfice du doute, retrouvait des précisions sur l'issue de ce procès qui s'est déroulé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui évoque également une revue sectorielle eau et assainissement gestion 2023, un bilan élogieux grâce aux efforts du gouvernement. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal sur la photo illustrative. On aperçoit le
président de l'Association nationale des communes du Benelux et Tondi à Trokpo, un représentant de la Banque mondiale et également du ministère de l'eau et des mines. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page sur tout matin du journal ainsi que le communiqué du Parti politique Les Démocrates suite au décès de 2 détenus. Retrouvez des précisions sur le contenu de ces articles dans les kiosques, notamment les cotisés sont commercialisés au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA pour d'autres et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, nous passons au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Retour plateau, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information. Il n'y a pas la page des sports. Bonjour à vous, Francis Fahami. Bonjour Kader. Merci d'être là pour la définition du jour. Mais avant, on va suivre Nasrine Fatoumi pour le bulletin matinal d'information qui ouvre ce bulletin matinal d'information avec les propos de quelques citoyens sur la rencontre décisive, névralgique du lundi dernier au palais de la Marina. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. La rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et ses deux prédécesseurs, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yahi, a eu lieu lundi dernier au palais de la Marina. Selon le communiqué rendu public par la cellule de communication des deux anciens présidents, une commission tripartite chargée de poursuivre le dialogue sera mise en place. Quelques citoyens béninois apprécient l'initiative au micro de Francis Fahami. C'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. On n'a qu'à vite, si possible, aujourd'hui, mettre le comité en place et attendre les Nigériens ne qu'à venir. Notre problème, c'est la réouverture de la frontière que nous voulons. Ces commissions doivent arriver à une suite favorable. Et il n'y aura pas de tricherie. Est-ce que vous voyez? Il y aura, n'est-ce pas, la clarté, n'est-ce pas, dans ces affaires-là. C'est une très bonne chose. Je remercie M. Tiani. À cet instant T où nous sommes, le président Talon a besoin de ses anciens présidents pour gérer cette crise. Donc s'ils ont décidé de mettre un comité en place pour nous aider à régler cette crise-là, moi je suis d'accord. Et je remercie encore le président Yaiboni et le président Soglo. Je les remercie beaucoup pour leur initiative. Par la grâce de Dieu, à voir comment les choses se passent. Je crois que il y a de l'espoir. On souhaite que ça soit fructueux, que les échanges soient fructueux et qu'il y a du positif sort. Et c'est ce que nous, on souhaite. Je salue particulièrement la démarche des deux anciens présidents qui ont vu qu'il faut sauver ce pays. Puisque la crise entre le Bénin et le Niger, si cela continue, c'est grave pour l'économie béninoise. Je remercie aussi, n'est-ce pas, la bonne démarche aussi de M. Tiani, le général de brigade, président de la République nigérienne, M. Le président Bambata, que moi j'appelle Bambata, grand président Tiani, pour ce dégel-là. Je remercie aussi M. Patrice Talon, Athanase Guillaume, qui est disponible, n'est-ce pas, pour le dégel de cette crise. Ceux qui ont dit qu'il les a envoyés là-bas, aujourd'hui ils ont tort. Voilà, ils ont été bien reçus par le président Talon et deux anciens chefs d'État, Soglo et Yahi, sur la crise bénino-nigérienne. Et ce qui est important, c'est qu'on trouve une sortie de crise. Ils n'ont qu'à accélérer les choses pour aller vite, plus vite, pour que la frontière soit... pour qu'on ouvre la frontière du Niger. La démarche qu'ils ont menée là est une démarche très pacifique, très acceptable. Maintenant, ce qui est sorti de leur rencontre là, c'est ça, moi je veux entendre, je veux écouter, je veux entendre. Ils sont partis là-bas, qu'est-ce qu'ils sont allés dire avec Tiani? Bertin Kouvi, président de l'Alliance Iroko, s'est également prononcé sur cette rencontre du lundi dernier au palais de la Marina. La rencontre entre le président Patrice Talon et ses deux prédécesseurs suscite une réaction au sein de l'opinion publique. Le président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain Bertin Kouvi, s'est également prononcé sur la rencontre et la démarche des anciens présidents Soglo et Yaiboni. Suivons-le. Je veux tout simplement féliciter la démarche des deux présidents, surtout les féliciter pour la posture de sagesse et d'homme d'État prise. Ils n'ont pas fait de communiqué pour annoncer les résultats obtenus au Niger, ce qui est une très bonne chose.
ils ont réservé la primeur de leur déclaration dans le secret de l'audience au président Patrice Talon. À l'issue de la rencontre, ils n'ont pas dit grand-chose non plus, à part que les deux pays sont disposés à mettre en place une commission bilatérale, je l'appelle, même si on dit tripartite, parce que Nicéphore Soglo et Yahi Boni sont des Béninois. Alors, pour que la commission devienne tripartite, je crois qu'il faut ajouter les deux anciens présidents aussi du Niger à cette commission-là. Donc, on aura les membres du gouvernement du Bénin, les membres du gouvernement du Niger et la caution morale qui doit être les anciens présidents du Bénin et du Niger. C'est important parce que le peuple nigérien a besoin aussi d'anciens présidents qui se portent garant de ce qui se dit, de ce que le CNSP va dire. Mais au-delà, je suggère qu'on élargisse cette commission au Burkina Faso, observateur, au Mali, observateur. Bon, le Bénin n'a pas besoin d'autres personnes, mais le Niger, je crois, a besoin de ses frères alliés. Et pourquoi surtout le Burkina? Le Burkina est à la frontière avec le Bénin et le Burkina n'a pas meilleure relation avec la France que le Niger n'en a. Donc, faudrait pas qu'on finisse avec le Niger après le Burkina dise qui aurait de base au Bénin. Alors, que le Burkina aussi soit dans cette commission-là pour que on en finisse une fois pour de bon. Alors, je remarque tout simplement, je vais vous faire remarquer, je sais que vous l'avez pas oublié, le 21 mai, à ma conférence de presse à Hôtel Azalaï, pour rejeter les affirmations de Kémy Séba, qui laissait entendre qu'il y aurait des bases françaises pour attaquer le Niger à partir du Bénin. J'avais déjà dit que le président Patrice Talon offrait à son frère, le général Abdraman Tiani, mais de mettre en place une commission pour venir écumer notre sol et vérifier les informations qu'il croit détenir. Vous savez, quand vous regardez à l'horizon, vous pouvez prendre un mirage pour un fleuve. Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il y avait point de fleuve là. Soit celui qui est à l'horizon, qui regarde l'horizon, ne voit pas toujours la réalité de l'environnement. Il n'y a aucune base étrangère au Bénin dont la vocation est d'aller attaquer le Niger, qui ait même la capacité, la possibilité d'aller attaquer le Niger. Alors, le Niger est faisant la même offre que ce que offrait déjà le président Patrice Talon. Je crois que la solution est toute vite trouvée. Je voudrais quand même dire ici que la fermeture de la frontière, la posture du CNSP a été d'abord une posture de communication politique parce que le CNSP ne doit son salut qu'au soutien massif apporté par le peuple nigérien. Et le peuple nigérien était fâché, peut-être même reste encore fâché contre le président Patrice Talon et son gouvernement, contre la CEDEAO et l'UEMOA. Et le CNSP avait besoin d'une bonne raison pour pouvoir convaincre son peuple de ce qu'il faut normaliser les relations avec le Bénin. Retour plateau, c'était à l'instant Bertin Kouvi, président de l'Alliance Iroko. Les éléments de la police républicaine ont intercepté deux camions chargés de 84 tonnes de noix de cajou. C'est bien cela, des noix de cajou ont été interceptées par les agents de la police républicaine. Une équipe de patrouille a localisé et intercepté dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juin deux camions chargés chacun de 42 tonnes de noix de cajou dans l'arrondissement de Pira en direction de Préqueté. La police a conduit les deux camions au commissariat pour les nécessités d'enquête. Un des conducteurs s'est enfui, abandonnant le camion. Quelques artistes de la ville de Parakou ont livré leurs impressions sur la qualité et les perspectives de la musique béninoise. La musique béninoise était à l'honneur le samedi dernier
à la faveur de la célébration de la Fête internationale de la musique à Parakou en marge de l'événement culturel qui a eu lieu à la place Tabera. Des artistes ont livré leurs impressions sur la qualité de la musique béninoise et de ses perspectives. Des propos recueillis par Florian Bagidi et Marcel Pouty. Bon, le niveau de la musique béninoise, je pense que ça évolue. Ça évolue. Et de génération en génération, il y a quand même un changement. Et aujourd'hui, à l'international, on voit quand même certains artistes qui sont à l'international aujourd'hui. La musique béninoise a beaucoup évolué. Il y a 20-25 ans de cela, c'était pas cela. Mais c'était pas vraiment ce qu'on pense là. C'est vrai qu'il y avait de la bonne musique, mais en matière d'arrangement et de bon son, ça laissait un peu à désirer. Mais actuellement, avec et les efforts du gouvernement et les efforts des artistes, sans oublier les promoteurs, les arrangeurs surtout, je pense que la musique béninoise, elle maintenant s'écrit en lettres d'or, n'est-ce pas, sur la meilleure page de la musique africaine et du monde. Je pense que sincèrement ça évolue bien et c'est à encourager. Ah oui, la qualité de la musique béninoise, franchement, elle a été haussée par rapport qu'avant aux années précédentes, aux années antérieures. Et cette fois-ci, il y a plus de travail, plus de performance. Et puis les artistes sont épanouis, ils sont fiers. Déjà, il faut dire que les musiciens béninois, les artistes béninois sont bourrés de talent. Je ne sais pas comment on a fait, mais on dirait qu'au moment où Dieu partageait les talents, là, il y avait plus de Béninois présents. Donc voilà, ils sont bourrés de talent. Pour moi, tout ce qui reste à faire, c'est de travailler encore et encore parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Travailler le talent tous les jours que Dieu fait pour pouvoir faire plus parler de chez nous, de notre pays, le Bénin, dans le monde entier. Voilà, comme la mère Angélique Kidjo. Oui, surtout l'accompagnement. Moi, je veux même, par exemple, l'agence qui organise les événements commence par récupérer les clips des artistes et qu'on les amène peut-être sur les chaînes à l'international. Si ça mérite qu'on paye, le gouvernement peut payer à notre place, pourvu qu'on soit vu à l'international. Bon, c'est de nous aider à nous former, parce que pour aller à l'international aussi, il faut être un artiste vraiment confirmé et il y a des formations qui nous manquent. Donc, tout ça là, si le gouvernement peut penser à nous et pour que plusieurs artistes, nous qui sommes, disons, artistes, nous puissions être formés, connaître la musique, lire la musique, disons, quand tu composes une chanson, que tu puisses l'écrire, la chanter, disons, ce serait bien. Déjà, je pense que le gouvernement fait assez d'efforts actuellement pour pouvoir booster les artistes béninois. C'est vrai que voilà, on ne peut pas être tout le temps, enfin, on n'a pas toujours ce qu'on veut et on ne peut pas être parfait. Donc ça sera satisfaisant pour d'autres et ça ne sera pas pour l'autre partie. Du coup, je pense que c'est surtout à nous les artistes de voir entre nous, de rester soudés et d'aider le gouvernement à nous aider. Ce que nous allons souhaiter, c'est de faire un plaidoyer, n'est-ce pas, au gouvernement béninois pour qu'il accompagne, que ce soit les arrangeurs, les producteurs et les promoteurs. Je dis bien les arrangeurs, les producteurs et les promoteurs d'artistes, parce que si ceux-là, ils sont bien accompagnés, je pense que les œuvres les artistes vont encore mieux travailler parce que quand l'artiste se mue lui-même, il est obligé de se muer en arrangeur, de se muer en sa propre promoteur, à son propre manager. Ça ne marche souvent pas parce qu'il ne peut pas maîtriser tous ces domaines-là. Mais si tous ces domaines-là sont promus, n'est-ce pas? Si tous ces domaines existent au Bénin, je pense que ça peut permettre aux artistes, n'est-ce pas, de s'occuper seulement, n'est-ce pas, de la composition, de la production, de la conception, n'est-ce pas, et de leurs morceaux. Et là, le reste se fera par toute la chaîne. Et je pense que
Et si ces artistes-là sont un peu accompagnés, ça leur permettra de s'occuper uniquement, n'est-ce pas, de l'art. Et c'est tout cela ce qui fera que l'art béninois pourra évoluer et transcender les frontières de notre pays. Restons dans la ville de Parakou où quelques citoyens de cette belle ville de la cité des Koubourou se prononcent sur le rôle des religions dans la cité. Voilà. De plus en plus, il est remarqué que les religions ne jouent plus leur rôle de neutralité et de gardien de la cité. Ils se mêlent carrément de la politique. Les religions ont-elles le droit de s'immiscer dans la politique? Pourront-elles être juges et arbitres quand les politiques ne vont pas s'entendre? Quel est le rôle de la religion de la cité? Quelques citoyens de la ville de Parakou se sont prononcés sur ces différentes thématiques. Ils sont au micro de Samuel Aguia et de Constantine Awandino. C'est une belle question. Pour commencer, je vais vous faire comprendre qu'entre-temps, la religion ne se mêle pas de la politique. Mais pourquoi? Les gens d'avant ne sont pas instruits, ils n'ont pas été à l'école. Ils ne savent pas ce que c'est que la politique. En réalité, la vie que nous menons aujourd'hui, si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, selon moi, la politique, ça n'a pas besoin de la religion ni l'ethnie. Tout le monde peut faire la politique. D'après mon point de vue, les religions n'ont aucun droit de s'immiscer dans la politique. La politique ne doit pas se mêler de la religion, puisque la religion est une question dogmatique. C'est un domaine de Dieu. On ne doit pas se mêler de la politique. Bon, puisque en voulant se mêler de la politique, quand la religion veut se mêler de la politique, on risque de bannir certaines règles de la religion. Oui, c'est normal. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la politique. Mais ce n'est pas de la façon dont le prophète a fait la politique que nos politiciens d'aujourd'hui sont en train de faire la politique. Et nos différents cadres, les différents cadres qui font la politique, ce n'est pas de la façon dont le prophète a fait qu'ils sont en train de faire. Les musulmans qui se mènent, les têtes couronnées qui se mènent dans la politique, la façon dont le prophète a enseigné aux gens de faire la politique, ce n'est pas de cette façon. Le prophète a fait la politique pour essayer de convaincre les gens à entrer en l'islam. Parce que l'islam, au fait, c'est une religion de paix. C'est la paix qu'on appelle l'islam. Vraiment, ce n'est pas du tout raisonnable que les religieux se mènent du politique. Puisque la religion est trop loin de la politique. Ces derniers ne pourront jamais être jugés arbitres. Parce que la politique et la religion sont deux choses qui s'opposent carrément. Le juge qui va juger a pris des armes pour la guerre. Comment il peut encore intervenir pour la paix? Ils ne pourront plus. Ça là, c'est hors zone ça. C'est hors zone de couverture. Un religieux qui se mène de la politique, lui, il n'est plus religieux. Il est politique. Là, lui, là, son cas, c'est à revoir. Puisque lui, il est religieux. Et la religion, excusez-moi beaucoup, référons-nous à Monseigneur Isidore de Souza, lors de la conférence nationale des forces vives de la nation en 91 là. C'était lui qui a ramené tout le monde et la paix a régné. Si il se disait politique et qu'il supportait l'autre un camp et laissait l'autre, comment on va finir? La politique et la religion ne volent pas de paix. C'est deux cas différents. La religion, en réalité, il faut connaître d'abord ta religion. C'est quoi ta religion? La définition de ta religion. Parce que ça, là, c'est quelque chose qui est très capital. C'est quoi ta religion? Aujourd'hui, les religions, en réalité, c'est la paix. C'est la paix. La religion, c'est celui qui adore et sa religion correctement saura que la religion est faite pour la paix et non pour la guerre et non pour les petits conflits. Donc, selon moi, la religion, c'est la paix. Le rôle des religions, c'est de moraliser la mentalité
des hommes dans la cité, de suivre, permet aux hommes de suivre la bonne voie, de pardonner les uns et les autres. Le rôle d'un religieux dans la cité, en fait les religions sont chargées d'éduquer les citoyens, de les mettre dans le droit chemin, de les montrer les bonnes choses et les bonnes manières. Bon, le rôle des religions dans la cité, ils sont là pour la paix, pour prier rien que la paix. La religion est une doctrine. Et cette doctrine, elle est faite pour sensibiliser les citoyens à connaître la vérité et le mensonge, le vrai et le faux. Puisque toutefois qu'il y aura des mésententes, c'est eux qui sont les premiers à intervenir sur le problème. Un nouveau directeur général a été nommé ce mardi 2 juillet à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. C'est bien cela, le Rwandais Pascal Nileamundenda a été remplacé ce mardi 2 juillet 2024 par Aristide Adinankou à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes. Nommé en Conseil des ministres le mercredi 22 février 2023, plus d'1 an après, il a déposé sa démission pour des raisons non encore officielles. La nomination de Aristide Adinankou à ce poste pourrait être actée ce jour en Conseil des ministres. On finit avec Morgan Metonji Asogba qui se prononce sur les enseignements à tirer du premier tour des élections législatives en France. Le parti autant pour moi d'extrême droite Rassemblement National est arrivé en tête lors du premier tour des élections législatives anticipées en France le dimanche 30 juin 2024. La gauche et le camp présidentiel appellent à des désistements au second tour. Morgan Metonji Asogba, analyste géopolitique, se prononce sur les enseignements à tirer du premier tour de ces élections. Il se prononce au micro de Francis Fahami. Le premier tour de ces élections, naturellement, confirme ce à quoi on a assisté aux élections de l'Union européenne. Un Rassemblement national en très bonne position et que le parti du président Macron se retrouve en 3e position. Techniquement, si on s'en tient aux projections qui ont été faites à partir des résultats qu'on semble déjà avoir comptabilisés. Maintenant, il faudra attendre l'officialisation de tous les éléments et on se dirigera vers un deuxième tour, qui aura assez de surprises. Et la surprise va résider dans toute cette question de la triangulaire et aussi de la possibilité de désistement de certains candidats en faveur d'autres. Aujourd'hui, on a M. Mélenchon qui donne une consigne qui veut bien que ces électeurs n'aillent pas dans le sens du Rassemblement national. Mais est-ce que les instructions iront dans la dynamique de refléter le résultat ou de refléter l'état du peuple français qui semble réellement assez frustré et veut essayer quelque chose de nouveau, même si cela n'est pas forcément ce qu'il souhaite. Donc nous sommes dans une situation un peu compliqué, mais si une chose est très claire, c'est qu'il y aura un nouveau Premier ministre qui sera nommé par le président Macron à la fin de ce deuxième tour prévu pour le 7 juillet. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve juste après le jingle suivant, Francis Fahami pour la définition du jour. Francis Fahami, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. Jouer au chat et à la souris. En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression jouer au chat et à la souris veut dire laisser des espoirs à une personne que l'on a déjà vaincue d'avance. Elle est souvent associée au fait de jouer aux gendarmes et aux voleurs et de faire durer un jeu de traque. Si l'expression, dans son sens actuel, est relativement récente, il faut savoir qu'on disait déjà au XVIIIe siècle guetter quelqu'un comme le chat fait la souris. Ces félins sont réputés pour chasser très ardemment les souris, mais également pour jouer avec elles avant la mise à mort. Chez un internaute, jouer au chat et à la souris s'emploie dans le même sens. Il s'agit en effet de décrire une relation dans laquelle une personne en domine une autre ou finira par la vaincre, mais où elle lui laisse croire qu'elle peut s'en sortir par simple jeu
ou pour mieux la mettre au pied du mur pour, par la suite. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce match. Merci à vous, Francis Fahmi. Vous avez parfois de jouer au chat et à la souris? Je dirais pas, non. J'avoue que c'est un jeu plutôt pas très agréable. Pas très agréable. Vous le faites avec Nasseri parfois? Non, pas que je sache quand même. Pas que, est-ce que vous sachiez? Nasseri Fatoumi, ça vous arrive, vous? Oui, très souvent. Vous jouez au chat et à la souris. Vous êtes expert dans ça? Si vous le dites. Vous l'avez très souvent? Non, c'est vous qui avez dit que si je suis expert en ça. Moi, il m'arrive de jouer au chat et à la souris avec mon jeune frère. Ah, votre jeune frère. Ah, Francis? Non. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Francis Fahmi, merci. À présent, on va appeler en plateau Kanté Amoussou et Atifa Olafa. Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces et Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques du jour. La rubrique Trucs et astuces avec Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Kanté Amoussou. Merci d'être de retour, Atifa Olafa. L'astuce du jour, vous nous faites découvrir l'astuce infaillible pour éviter que les baskets neuves couinent. C'est bien cela. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver ce mercredi. Les chaussures qui couinent à chaque pas, on l'a toutes déjà vécu et chaque pas est la promesse d'un bruit disgracieux qui peut vite taper sur les nerfs. Comment éviter que les baskets neuves fassent du bruit quand on marche? Eh bien, amis internautes, sachez que le couinement d'une chaussure est souvent dû à un excès d'humidité. Cela peut provenir de la transpiration des pieds, de l'humidité extérieure ou encore d'une paire de baskets ou de bottines qui auraient pris l'eau. La solution infaillible et facile pour éviter le grincement des chaussures neuves, c'est le talc. Mettre du talc dans ses chaussures permet d'absorber l'humidité et donc de mettre fin au couinement de la semelle. Pour y parvenir, retirez la semelle de la chaussure et saupoudrez du talc dessus avant de la remettre dans votre soulier. En alternative au talc, si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez également mettre de la levure chimique qui devrait avoir le même effet positif. Si les bruits persistent malgré cette astuce avec du talc, vous pouvez également mettre au point d'autres stratagèmes pour enlever le couinement d'une chaussure. À noter que chaque astuce dépendra du problème au quotidien, en question. S'il s'agit de grincement de chaussures causés par la pluie et donc d'une semelle humidifiée, vous pouvez placer du papier journal dans vos souliers toute une nuit pour absorber l'excès d'eau. Si vous avez un sèche-linge, vous pouvez également faire un petit tour rapide à vos baskets en les attachant entre elles. S'il est question d'une semelle extérieure trop lisse qui cause des bruits dès qu'elle touche le sol, vous pouvez la faire changer chez un spécialiste ou la frotter avec du papier de verre pour qu'elle adhère mieux. Cela limitera non seulement les grincements, mais aussi les risques de glissade sur une surface trop lisse. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Très curieux. C'est quoi que les chaussures couinent, c'est ça? Oui. Pas couille. Oui, non, couine. En fait, c'est lorsqu'on porte des baskets et que ça fait du bruit à l'intérieur. Parfois, c'est dû à cause de l'eau ou peut-être il y a la semelle qui se trouve à l'intérieur de la chaussure a gonflé ou a pris un peu d'eau. Non, l'expérience, c'est couiner. Couine. Le couinement, c'est ça? Oui, le couinement. Donc, les baskets couinent. Quand à Moussou, vous faites la diffusion du jour, vous connaissez déjà cette expression d'hier autrefois? Pour que vous puissiez nous démontrer sur ce plateau comment la basket neuve couine. Mais il va falloir que tu vas mettre des baskets aussi pour montrer aux amis. On se retrouve juste après ceci, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques. « 3 juillet 2024, Kanté Amoussou, les prévisions astrologiques. » Bonjour amis internautes, heureux de vous retrouver. Bélier, si vous devez effectuer des travaux dans la maison, vous pourriez trouver un financement de manière plus facile. C'est une période favorable
pour la construction de vos projets. Amis de signe Taureau, c'est en accumulant les contacts que vous multipliez vos chances de gagner plus d'argent. Les choses vont de bon train. Amis de signe Gémeaux, voici une des meilleures journées de l'année pour envisager un placement idéal qui tombe presque du ciel car il est sûr et très intéressant. Cancer, quant à vous, le ciel vous mijote tout un programme de succès en affaires, que ce soit dans vos projets matériels ou financiers ou même au cœur de votre travail. Lion, quant à vous, l'inventivité sous toutes ses formes sera favorisée. Vous avez aujourd'hui l'énergie d'aller au bout de vos projets. Le succès est possible. Amis du signe Vierge, les échanges concernant les questions d'argent vous seront favorables. Approfondissez déjà ce qui est en cours. Balance, quant à vous, vous devez avoir l'esprit clair et le corps en forme pour affronter la multitude de défis qui vous tomberont dessus ces derniers jours. Ne vous éparpillez surtout pas. Scorpion, vous prenez vos responsabilités pour procéder à des placements ou encore des investissements. Le risque vous incite et vous stimule car vous ressentez que le succès vous est promis et vous avez tout à fait raison. Sagittaire, quant à vous, les négociations interminables vous ennuient et vous n'avez pas envie de conclure des affaires avec des personnes qui passent leur temps à ne faire que parler qu'à agir. Vous avez besoin de trouver des débouchés économiques pour ne pas devenir fébrile. Capricorne, la bonne marche de vos activités pécuniaires se poursuit sans encombre particulier. Vous pouvez approfondir, persévérer et pas faire. La chance est de votre côté aujourd'hui. Avant-dernier signe de zodiaque Verseau, vous pouvez vous lancer dans des projets qui vous tenaient le plus à cœur ou encore vos finances qui sont au beau fixe. Il faut le noter, c'est le moment ou jamais de le faire. Alors, il est important que vous continuiez par avancer dans votre objectif. Poisson, pour finir, l'ambiance devient plus légère sur le plan matériel. Cela vous motive positivement à consolider vos projets. Par ailleurs, l'appui des personnes les plus âgées vous permettra d'avancer avec beaucoup plus d'avantages et de sécurité. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou. Vous restez avec moi ici, Katifa Olafa. À présent, on appelle en plateau Atifa, pas Atifa, sa seconde, son alter ego, Nosrine Fatoumi et Carles Kitoumi pour le panel de discussion. Retour plateau, Carles Kitoumi était absent, Quentin Amoussou, Nosrine Fatoumi, Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors on parle de jalousie. Nosrine Fatoumi, pour vous, c'est quoi la jalousie? Donc pour moi, je vais dire que la jalousie, c'est un comportement que l'on... Comportement nocif ou humain? C'est un comportement humain, tout le monde fait de la jalousie. Et vous avez d'être souvent jalouse? Oui. C'est votre nature d'être jalouse? Tout le monde a cette nature, donc en tout cas moi, je suis souvent jalouse. Très jalouse. En amitié, en amour? Les deux côtés. Les deux côtés. Oui. Lorsque vous êtes jalouse, vous êtes possessive? Oui, c'est ce qui... Vous conduit à être jalouse d'ailleurs. Oui, c'est ce qui me conduit à être jalouse d'ailleurs. Donc il faut... Quand je dis ceci, ça m'appartient, donc c'est que c'est pour moi. Je ne vois pas en quoi je... Vous ne voulez pas partager? Non, non. Vous ne voulez pas du tout qu'il y ait un rival dans le parage. Alors, pour vous, la jalousie dans un couple, c'est une preuve d'amour ou un comportement toxique, comme le dit le libellé du thème? C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Pour moi, je ne sais pas pour les autres. Lorsque vous êtes jalouse au profit de quelqu'un, c'est que vous l'aimez, vous ne voulez pas la perdre, c'est ça? Oui, des fois, oui. C'est ça. Des fois, à la fin, pour vous, la jalousie, c'est quoi? Pour moi, la jalousie, c'est tout simplement un sentiment. C'est simplement un sentiment ou bien c'est un sentiment? C'est un sentiment hostile, je dirais, qu'on éprouve envers quelqu'un qui possède quelque chose qu'on aimerait posséder ou qu'on possède déjà. Ou ce sentiment qu'on éprouve envers quelqu'un qui... Il semble que le fait que vous enlevez tout simplement fait fait que vous n'êtes pas simple alors. Alors tout simplement, c'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est juste un sentiment qu'on ressent lorsqu'on voit quelqu'un qui a quelque chose qu'on a ou bien quelque chose qu'on avait
et qu'on ne possède plus aujourd'hui. Qu'on ne possède plus aujourd'hui. Bon, la jalousie est-elle une preuve d'amour ou un comportement toxique selon vous? Pour moi, c'est un comportement toxique. Toxique pour oui. vous. Après, je reste quand même mitigée parce qu'il y a plusieurs sortes de jalousie. Il y a des jalousies légitimes, il y a des jalousies raisonnables, il y a des jalousies toxiques, possessives qui peuvent peut-être porter atteinte à quelqu'un. Ah ouais, allez cas par cas. La jalousie raisonnable, c'est quoi? Raisonnable, c'est que je vois, j'ai peut-être mon petit ami avec qui je vais faire peut-être des activités, ou bien j'ai un ami, c'est pas, je ne dirais pas seulement côté relation, mais j'ai un ami avec qui je fais peut-être quelque chose qui me passionne, ou j'aime faire des activités que j'aime, et que je vois du jour au lendemain ce même ami ou cette même copine faire la même chose avec quelqu'un d'autre, et voilà, c'est ça par exemple, c'est une jalousie, je dirais normale, légitime. Oui. Oui. Légitime. Et laquelle est toxique selon vous? Toxique, je dirais toxique dans le sens où je contrôle cette personne, je manipule cette personne, je ne laisse pas cette personne aussi avoir cette liberté, cette possibilité de faire ce qu'elle veut aussi, comme elle le sent, comme elle l'entend. Du moment où je est-ce que le contrôle cela, de ce type de jalousie n'est pas lié au fait, ou n'est pas animé par cette crainte de perdre l'être aimé? ça dépend de la relation qu'on a avec cette personne. Ça dépend de la relation qu'on a avec cette personne. Quand tu es à Moussou, est-ce que vous avez été jaloux une fois? Je ne pas mentir. On ne doit pas mentir. Non, pas du tout. Ça m'arrive rarement. Pour vous, est-ce qu'on peut être jaloux sans aimer? C'est impossible. Donc ça vous arrive rarement d'aimer? Non. Aimer, si je peux le dire, Oui, si j'aime une fois. Si ça vous arrive rarement d'être jaloux, donc ça vous arrive rarement aussi d'aimer. Oui, mais bon, pas aimer. La jalousie et l'amour vont de pair, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Quand on aime, on est forcément jaloux. Et je ne vois pas une autre forme de jalousie à part le fait qu'on aime réellement quelqu'un. Et en parlant de jalousie, justement, je me dis, en fait, quand c'est accompagné d'une obsession, c'est plus de la jalousie, ça devient de la méchanceté. Parce que là, vous êtes obligé de... Enfin, vous on parle de quel type d'obsession, par exemple? Vous êtes avec Francis Fahmy, lorsqu'il ne vous voit pas, il n'est pas à l'aise, c'est ça? Non, je préfère dire je suis avec Nancérine Fatoumbi, lorsqu'elle ne me voit pas... Vous connaissez pas de Francis? Non, mais Francis, c'est un homme, je ne peux pas être avec lui. Parfois, on peut avoir peur de nom, mais... Ça peut arriver. Ah non. Il peut être frêle, mais peut-être être dur dans les os. Lui n'est pas un maillon faible. Allez-y. Bon, voilà, et je suis peut-être avec quelqu'un. Avec Nancérine Fatoumbi, c'est ce que vous voulez? Et quand elle ne me voit pas, elle n'est pas à l'aise. Je ne dirais pas que ce soit le cas, parce que là, c'est pas pour moi de la jalousie. C'est plutôt que Nancérine Fatoumbi a peut-être envie de me voir à chaque fois. C'est différent. Mais lorsque vous voyez tout de suite, je suis peut-être avec Nancérine et que je vois Nancérine papoter avec un autre homme, dans certaines conditions, là tout de suite je peux être révolté, je peux devenir jaloux tout de suite, parce que je me dis non, je suis normalement le seul à parler à Nancérine de cette façon et dans ces conditions-là, donc elle ne devrait pas le faire avec quelqu'un d'autre également. Donc, avec quelqu'un d'autre. Oui. Mais à quel niveau vous parlez d'obsession? À quel moment? Vous savez, il y a des gens qui sont tellement obsédés quand ils aiment. Ils sont prêts à quand tuer. Ils aiment? Quand ils aiment. Ils sont prêts à tuer. Et là, ils sont même capables de... J'ai déjà appris une histoire selon laquelle le monsieur est venu voir, il a surpris sa femme et un autre homme dans une chambre d'hôtel. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas tué que l'homme, il a tué aussi la femme. Pourtant, il aime la femme. Là, c'est de l'obsession. Mais est-ce que cet acte-là peut être qualifié de jalousie, d'expression de jalousie, ou d'une volonté de régler un compte? Ça part de la jalousie toxique. Parce que du moment où ta jalousie te pousse à commettre un crime, te pousse à commettre, à faire du mal à l'autre, c'est une jalousie toxique. Je suis pas jaloux de toi. Non, ça c'est pas de la jalousie. Alors, ça c'est un règlement de compte. Ça c'est un autre oui, sujet. Mais est-ce que l'homme qui rencontre sa femme, son épouse, la mère de ses enfants, en plein débat sexuel avec un autre, c'est pas pour encourager le phénomène, mais qui commet un crime, est-ce que son crime relève de la manifestation de sa jalousie ou de sa volonté de régler un compte avec quelqu'un? Là, je dirais qu'il est en colère.
Là, je le dirais, c'est de la colère qui l'a fait réagir Non, comme c'est pas ça. de la jalousie. Et après, tout le monde ne réagit pas comme ça devant des faits pareils. La jalousie, Tout le monde ne réagit pas devant des faits pareils. De la colère. Ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait pris ses clics et claques, dégagé et rompre avec cette femme-là ou ce monsieur-là. C'est une question de tempérament. Vous êtes trois sur ce plateau-là. Je suis sûr que si je donne une baffe à Kanté, il va avoir une réaction différente de si je donne la même baffe à Nasrine, Fatombi, et à vous à Tifar Lafa. On est différents. Bien sûr. Il y a d'autres qui peuvent voir, même s'asseoir et contempler le femme en pleine loi sexuelle. Ils sont si froids que ça. Parce que c'est aussi une autre forme de méchanceté, d'être tellement froid, d'observer, de rire. Et il paraît que même ces types de méchants sont même plus dangereux que ceux qui sont je n'en disconviens pas. Mais vous savez, Kanté a dit quelque chose tout à l'heure. Quand on aime, forcément, on est jaloux. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Non, je ne reviens pas à cette question-là. J'avais envie de poser la question à Nasrine Fatombi, qui a quand même des traits caractéristiques d'une jalouse constante. Quels sont les fondements de la jalousie pour vous? Comment elle se manifeste, la jalousie? Comment se manifeste la jalousie? Pour moi, je veux qu'on souligne, il faut d'abord faire la part des choses. La jalousie, il faut d'abord faire la différence et envier quelqu'un. Oui, parce que généralement on confond les deux. Être jalouse de quelqu'un ou envier, pour moi je ne vois pas envier quelqu'un pratiquement qu'on gagne le même salaire. Qu'est-ce que je vais envier? Pour la jalousie, vous avez dit, comment ça se manifeste? Au fait, c'est un sentiment qu'on n'arrive pas, bon, en tout cas, que moi, personnellement, je n'arrive pas à exprimer. Vous n'avez pas personnellement à exprimer, mais je sais que je suis jalouse. Mais pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une personne jalouse et une personne qui fait de la méchanceté, qui fait preuve de méchanceté? Oui. Parce que est-ce que parfois il n'y a pas cet amalgame-là qui se comprend? Je crois qu'il y a une grande différence. Entre les deux. Il y a une grande différence. La jalousie et la méchanceté, ce n'est pas pareil. La jalousie, on éprouve de la jalousie envers quelqu'un. On éprouve de la jalousie lorsque on voit, par exemple, une personne qui fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec lui, ou quelque chose, ou envier, ou être jaloux lorsqu'on voit quelqu'un posséder quelque chose qu'on n'a pas. Mais la méchanceté, c'est la méchanceté, c'est quoi? C'est que tu vois la personne consciemment, tu lui fais du mal, ou consciemment, tu l'empêches de faire quelque chose dont il a envie. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes parfois qui sont jalouses du succès des gens, de l'éclosion des gens, des personnes qui n'arrivent pas à accepter le bonheur des autres, qui sont de jaloux permanents? Ça, c'est envier la réussite de l'autre. Je ne dirais pas jalousie, mais envier. Ça, c'est envier. Tu ne sais parce que tu as envie d'être à la place de cette personne, tu as envie d'avoir ce que la personne a. On a le désir d'être où il est, et donc on travaille à y être. On ne travaille pas à battre cette personne. Bon, c'est aussi de la jalousie. C'est aussi de la jalousie. Il faut savoir si elle est positive ou négative. Je crois même que c'est ce type de jalousie qui est toxique, évidemment, parce que vous voyez le bonheur de l'autre, mais vous voulez le déconstruire pour le vôtre. Voilà, donc si elle est négative, vous vous mettez à nuire cette personne-là, à avoir sa place coûte que coûte, sans passer par des voies et moyens qui sont quand même conseillés pour atteindre l'objectif que lui s'est fixé et il s'est retrouvé à on ne sait même pas par quel chemin il est arrivé là. C'est un peu complexe. Mais là, à la fois, que je retourne vers vous, on parle de jalousie dans un couple, une preuve d'amour, un comportement toxique. Vous estimez par exemple que on peut aimer ne pas être jalouse, c'est ça? Oui, on peut aimer ne pas être jalouse. Donc vous pouvez être amoureuse, vous pouvez être amoureuse d'un homme qui a une clé USB ou une rallonge dans laquelle tout le monde vient se charger. Mais non, soyons sérieux. Lorsque vous aimez une personne, l'amour c'est aussi cette capacité-là à donner de la liberté à l'autre, à ne pas le confiner, à ne pas lui montrer que sans moi tu ne peux pas faire ci, sans moi tu ne peux pas faire ça, à garder cette personne-là dans une bulle où la personne ne se sent pas à l'aise ou se dit je dépends de cette personne, sans lui je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Quand on aime, on n'est pas forcément jaloux. Aimer c'est aussi donner la liberté à cette personne. Pourquoi vous êtes aimé, vous voulez la liberté? Pourquoi vous êtes libre pour faire quoi? Quand je dis liberté, c'est pas... Vous voulez sauter dans la savane ou mais non, quand je dis liberté, quand je dis liberté, c'est que quand vous aimez une personne, donnez-lui aussi son espace, donnez-lui aussi le temps ou l'espace pour respirer. Parce que lorsque vous êtes trop collé à quelqu'un, vous êtes tout le temps ensemble, vous êtes ça crée une sorte de routine où on finit par vite se lasser
de cette personne. Il y a une question. Il y a une question. Ça, c'est à voir avec la jalousie. Ça, c'est de l'obsession. Il y a quand même une question qu'il faut poser, à laquelle la plupart des intervenants n'avaient pas défini. Pour vous, l'amour, c'est quoi? Même si on n'arrive pas à définir l'amour, c'est quoi l'amour? Lorsqu'on vous aime, quelles sont les pathologies comportementales que quelqu'un qui vous aime doit avoir? Quels sont les traits caractéristiques qu'il doit avoir lorsqu'il vous aime? Ça veut dire qu'il doit attendre que Madame Atifa Olafa et Itayo est prête à le voir? Est-ce qu'il doit attendre quand Madame Itayo est prête à lire son message? Est-ce qu'il... Parce qu'on dit qu'il faut vous laisser votre espace. Donc, c'est quoi? Quand je dis laisser d'espace, c'est que vous êtes laissez peut-être en relation votre chambre avec à une l'autre bout de la personne. maison? Mais non, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous avez... En relation, ça dit en concubinage là? Bon, concubinage, mariage, Oui, vous oui, sortez ok. avec quelqu'un et Oui, tout. vous sortez avec quelqu'un. C'est pas comme si tous les jours vous Pas allez sortir pour aller juste sortir, au restaurant, ou hein. peut-être à chaque fois que vous devez sortir, vous êtes forcément contraint à sortir ensemble. Vous êtes forcément contraint à avoir des activités ensemble. Parfois, l'un ou l'une a envie de faire quelque chose individuel, de faire un truc pour lui seul, où il se sent à l'aise, il se sent, je sais pas, libre d'une façon ou d'une autre, et se dit bon, je suis avec quelqu'un, ne veut pas forcément dire que H24 on est ensemble, H24 il faut qu'on fasse des activités ensemble, H24 il faut que à chaque fois je dois faire quelque chose, je dois tout le temps l'associer ou tout le temps le mettre à côté. Que dites-vous de ceux qui estiment que l'expression de l'amour est la volonté irrésistible de deux personnes à fonder l'un? Je suis totalement d'accord. Alors si vous fondez l'un, comment vous restez dans l'un à avoir vos espaces différents encore? Mais attendez, j'ai comme l'impression qu'on ne se comprend pas. J'ai comme l'impression qu'on ne se comprend pas. Le fait de... On ne dit pas d'aller chier ensemble, on ne dit pas d'aller vous laver ensemble forcément. Quand je dis, je donner la liberté à l'autre, donner son espace à l'autre, c'est que par exemple, je sors avec quelqu'un, je suis en couple avec quelqu'un. Si aujourd'hui, par exemple, je décide d'aller dîner au restaurant avec des amis, je ne suis pas obligée de le mettre derrière, je ne suis pas obligée qu'il m'accompagne à chaque fois pour des sorties. Parfois, j'ai envie de me retrouver avec mes copines, avec mes camarades, sortir, papoter, prendre de l'air, faire des activités où je ne suis pas forcément obligée d'impliquer mon petit ami est-ce ou mon qu'en tant que partenaire femme dedans. amoureuse aimante, est-ce que vous serez d'accord que votre époux vous laisse à la maison et qu'il aille dîner tout le temps avec des copines de classe, avec des camarades de classe, et que pendant ce temps, vous êtes à la maison avec la télécommande en train de défiler les programmes télé? Pourquoi pas? Ça vous dérange pas? Moi, ça me dérange pas du tout. Parce que vous savez, lorsque vous avez des idées derrière la tête, où vous dites peut-être si je suis à la maison en train de regarder la télé, mon mari est au dehors en train de papoter ou bien en train de prendre un verre avec des amis, sûrement qu'il est en train de me tromper ou bien il y a d'autres femmes autour. En fait, vous avez dans la vie, lorsque vous pensez que quelqu'un est capable de faire quelque chose, c'est parce que vous aussi, vous pensez, vous êtes capable de le faire. Si par exemple, mon petit ami dit, bon, je vais prendre un verre avec des amis, et que dans ma tête, je me dis, bon, il s'en va, c'est celui qui va rencontrer des filles. C'est parce que je suis capable aussi, à chaque fois que je sors, peut-être de rencontrer un ex ou bien un gars qui peut-être me drague, je serai à même d'accepter sur le coup. C'est, bien sûr, mais je dis toujours, vous pensez capable les autres, vous pensez les autres capables de ce que vous pensez. On va revenir beaucoup plus en détail demain sur cette thématique-là, mais n'oubliez pas, il y a un adage qui dit l'oisiveté est la mère de tous les vices. Nasri Fatou, est-ce que vous partagez l'opinion de Atifa Olafa tout à l'heure? C'est son opinion, c'est son choix. Donc, je ne sais pas les pèses qui s'est fixée avec son conjoint. Donc, elle est libre d'accompagner son conjoint là où elle veut, de laisser son compagnon. Vous êtes une partisane de Mon homme, mon combat. Oui. Et vous, dans votre Mon homme, mon combat, quel type d'amour vous offrez avant qu'on puisse déduire le type de jalousie que vous devez avoir comme expression? Je vais revenir sur l'un de ces exemples. Elle dit, et elle n'est pas obligée que son homme soit avec elle tout le temps. Ça, je suis d'accord avec elle. Il a ses loisirs, j'ai aussi mes loisirs, mais à un moment donné, il faut pas laisser les cours à tout. Parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui veut notre bonheur, qui est-ce qui veut notre malheur. À quel moment il y aura un verre de trop, voilà, un moment d'égarement. On tolère tout à tout va. C'est pas comme si je dis qu'on tolère, je tolère tout à tout va. Mais il y aura des activités que je préfère faire seule, comme il y aura des activités qu'on fera en couple entre mari et femme. Supposons, vous êtes journaliste, votre homme, il est dans l'armée ou je ne sais quoi. Actuellement, c'est que vous êtes au boulot. Actuellement, vous savez qu'il est au boulot, mais il ne va pas venir ici vous surveillez, vous non plus. Donc, chacun a son espace, mais à vos heures libres, n'empêche
d'aller prendre un pot ensemble ou... Moi, ça me dérange pas. Mais je dis, ça ne sera pas comme si tout le temps le fera. C'est pas comme si c'est tout le temps le fera. Un petit commentaire pour conclure avant qu'on se retrouve demain sur cette thématique-là, Kanté. Un petit commentaire. Je tiens à réitérer que quand on aime, on est jaloux. Il n'y a pas de... Je suis d'accord avec vous. Sans jalousie. Ça n'existe pas. Maintenant, il faut juste mesurer sa jalousie. Il faut savoir... Si doit être partisan, il faut ajouter que quand on aime, on est possessif aussi. Oui. Non. Oui. Il faut éviter d'être possessif. Si vous n'êtes pas possessif, pourquoi vous êtes jaloux alors? Vous êtes jaloux parce que... Je suis jaloux de lui. Pourquoi? Ce qui m'appartient, Je suis jaloux de lui. Parce que... Il ne vous appartient pas. Si. Non. Votre homme ne vous appartient pas. Il appartient à qui? Non mais attendez, c'est l'enfant de quelqu'un après tout. Moi, je suis tombé de là. C'est votre homme. Donc il faut éviter d'être possessif. Quand vous commencez par être possessif tout de suite, c'est l'amour... je vais dire ça... Enfin, est-ce que c'est pas le caractère possessif de l'amour, que regorge l'amour, qui amène la personne amoureuse à être très tolérante et à accepter cette personne qu'il aime ou qu'elle aime? En partie, oui. Non, lorsqu'on est possessif, il y a des choses qu'on tolère. On est moins tolérant. Possessif. Quand on est possessif, parce qu'on n'a pas envie de partager, on a envie de garder ces choses que pour nous seuls. On tolère tout pour la personne parce qu'on estime que c'est comme un dédoublement de soi. Non, on est moins tolérant. Et par contre, on aime beaucoup plus la personne. Quand vous aimez beaucoup plus la personne, vous lui laissez son espace tranquille parce que vous savez que vous n'aimerez pas tout le temps dans ses bottes. Vous avez quand même, quand on vous offre votre espace quand même. Vous êtes seul à savoir pourquoi vous avez cet espace-là. On ne débarque pas chez moi. Même vous aimeriez qu'on vous donne votre espace en couple. Même vous aimeriez qu'on vous donne votre espace en couple. Attendez de me voir amoureux pour peut-être... Parce que vous savez, il y a plusieurs types de relations, il y a plusieurs types de personnes. Votre copine ne peut pas venir chez vous à l'improviste. Si on n'est pas pareil. De la même manière qu'il y a... d'accord. Ne débarque pas chez moi. Si vous laissez votre... Quelle activité? On ne débarque pas chez vous. À l'improviste. Merci à vous, Kanté Amoussou. On comprend un peu ceux qui sont des amoureux sincères, francs, ceux qui sont des amoureux à moitié sincères et ceux qui sont des amoureux hypothéqués. Merci à vous, Atifa Olafa. Vous avez resté avec moi. Nassir Fatoumi, Kanté Amoussou, merci pour le panel de discussion. À présent, on va installer le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FAB, président du CONASEB et grand maître de l'UNOR. Retour plateau, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de FAB, président du Conseil national des cultes endogènes, grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère au Nord. Merci d'être avec nous ce matin. Ce jour, on parle du nom, du sens du nom. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Nous sommes avec le professeur David Kofi Aza, mais avant, il va dire un mot sur la thématique du jour. La jalousie dans un couple est-elle une preuve d'amour ou un comportement toxique? David Kofi Aza. La jalousie dans le couple, est-ce une preuve d'amour ou un comportement toxique? C'est tout sauf une preuve d'amour. La jalousie n'a rien à voir avec l'amour. Non, c'est une hérésie. L'amour, nous avons deux types d'amour. Voilà. Il y a les amours humains et les amours divins. Au niveau de l'amour de façon générale, c'est la recherche permanente de la satisfaction de son partenaire. C'est ça l'amour. C'est une recherche permanente de la satisfaction de son partenaire. En quoi, si je suis dans une recherche permanente de la satisfaction de mon partenaire, en quoi vais-je encore devenir possessive ou possessif ou encore nuisible, puisque nous savons que la jalousie ne fait rien de bon au fait. C'est un débordement de colère par la peur de perdre quelque chose. Donc la jalousie implique forcément la possessivité. Et cette possessivité-là est forcément nuisible. Parce que quand on s'inscrit dans la possessivité, c'est qu'on s'inscrit dans la peur de ne pas perdre quelque chose qu'on estime que c'est cher. Alors, on dit généralement, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Mais pour vous, en d'autres termes, c'est quoi la jalousie, concrètement? La jalousie, c'est juste une émotion. Or, nous savons que les émotions ne font pas bon ménage. La jalousie, c'est juste une émotion qui se caractérise par des faits négatifs. Non, par essence, pour vous, selon votre appréhension, la jalousie elle est toxique. C'est nuisible.
C'est très nuisible. Et quand on aime, est-ce qu'on est forcément jaloux? Si on aime réellement, on ne peut jamais être jaloux. Merci. Pourquoi? C'est une insuffisance d'amour, la jalousie. Insuffisance d'amour ou insuffisance de confiance? C'est insuffisance d'amour. Lorsqu'on est en relation, par exemple, avec quelqu'un et qu'on a tendance à posséder cette personne, est-ce que c'est pas une sorte de manipulation? Est-ce que c'est pas une façon de priver aussi cette personne-là de sa liberté? Au fait, ce n'est pas priver la personne, c'est préserver ses intérêts, au fait. C'est qu'on a, si quelqu'un qui ne représente aucun intérêt pour vous, vous n'avez aucun intérêt à manifester une jalousie, parce qu'il ne représente rien du tout. Si on fait la jalousie, c'est qu'on préserve quelque chose et qui a forcément un intérêt. Soit l'intérêt peut-être de rester madame dans la maison ou monsieur dans la maison, ou l'intérêt ou la volonté de préserver peut-être la petite fortune du monsieur ou de madame, parce que l'homme aussi fait la jalousie par rapport à la femme, mais pas parce qu'il l'aime forcément. Non. La jalousie n'a rien à voir avec l'amour. Je peux être jaloux de quelqu'un sans ne jamais pouvoir l'aimer, puisque la femme peut vivre 20 ans avec un homme et ne jamais l'aimer. Mais elle va manifester la jalousie parce qu'elle a peur de perdre cet homme, soit à cause de la maison, soit à cause du rang social qu'occupe le monsieur, soit à cause de la fortune du monsieur, ou alors à cause des matures vues que le monsieur lui offre, ou peut-être les belles voitures que le monsieur lui offre. Donc par rapport à ça, elle va être jalouse sans pour autant jamais l'aimer. Est-ce que c'est le même phénomène avec ces vieux pervers que nous rencontrons dans la ville de Cotonou, qu'on qualifie de sugar daddy par exemple, qui ne veulent pas épouser des jeunes filles, mais qui sont contre des relations de ces jeunes filles-là avec d'autres personnes qui veulent construire leur vie? Mais bien évidemment. C'est de la jalousie là ou de la méchanceté? Non, c'est de la jalousie manifestée. Ça n'a rien à voir. Parce que ces vieux pervers qu'on retrouve avec les petites filles, ils ne sont pas méchants. Non, ils ne sont pas méchants. C'est parce qu'ils veulent combler un vide émotionnel qui n'ont pas pu vivre. Qui n'ont pas au niveau de la maison, donc au niveau du foyer. Est-ce que c'est exclusivement au niveau de la maison ou tout au long de leur parcours? Non, pas forcément tout au long de leur parcours. La plupart, c'est quand la maison, puisque vous savez, quand vous vivez avec madame pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, les enfants ont grandi, sont à l'université, ils sont en train de finir, c'est que l'amour finit par faner. Et le phénomène de l'accoutumance... On est fatigué par la même chose. Le phénomène de l'accoutumance s'installe. Mais lorsque vous, en tant qu'homme, vous estimez que la routine avec madame vous fatigue et que vous allez vous ressourcer dehors, mais madame, elle dira quoi? Elle va se ressourcer où, elle? Il n'y a pas une sorte d'injustice, d'inéquité? Non, justement, il faut comprendre. C'est dans les deux sens. Parce que nous avons des femmes régulièrement mariées de la cinquantaine qui se tapent les jeunes garçons de 20-25 ans. Qu'elles financent. Donc c'est dans les deux sens. Ce qui est sûr, si un des composants du couple n'arrive pas à se maîtriser par rapport à ses émotions, il va vouloir chercher ailleurs. Donc il n'y a pas que le phénomène de sugar daddy. Il y a aussi sugar mommy qui est là. Donc au fait, tout le problème ne se situe pas au niveau de la méchanceté du jeune, mais pour vieux. vous, à ce niveau-là, c'est de la jalousie? C'est de la jalousie, mais ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Parce qu'ils ne sont pas méchants, ils veulent préserver pour que la jeune fille soit toujours disponible. Parce que le jeune garçon qui va interférer peut peut-être provoquer l'évasion de la jeune fille. Alors que peut-être qu'il est plus ou moins habitué. Donc, il va manifester une certaine jalousie, même pas pour autant qu'il l'aime. Il n'aime pas cette petite fille. Mais il veut juste la chosifier et la disposer comme il veut. Alors pour ça, j'ai quand même une question. D'aucuns estiment que lorsqu'on est en relation avec une personne, il n'y a plus lieu de parler de liberté. Est-ce que par exemple le fait que je sois une femme ou un homme et que mon mari ou ma femme décide peut-être de sortir prendre un verre avec des amis, décide peut-être d'aller prendre de l'air avec des camarades, passer du temps avec des amis et que je ne pipe pas mot ou que je ne dise pas que tu t'en vas, tu vas faire ci, tu vas faire ça et tout. Est-ce que c'est pas c'est une façon de dire qu'on n'aime pas ou bien que le fait de donner cette liberté à cette personne veut dire ne signifie pas qu'on aime. Est-ce qu'une femme mariée est libre? Elle est libre. Comment? Vous savez... Elle est libre de faire quoi? Elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut? Oui. Bien qu'elle est mariée? Oui. Mais qu'elle n'oublie pas son statut. C'est un gardien de la tradition qui le dit, hein? Je suis gardien de la tradition, mais je vous dis, une femme mariée doit pouvoir disposer d'une liberté absolue. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'anarchie. C'est-à-dire que quand vous mettez ensemble, vous devez en toute responsabilité délimiter vos propres limites.
la femme sait, une femme mariée qui est sous le toit de quelqu'un, sait qu'elle est libre de tout faire, sauf choser les choses ailleurs. L'homme même si l'homme prive la femme de sortir, si elle décide de faire quelque chose, même devant ton nez, elle va le faire. Oui. Donc le tout ne suffit pas de priver la femme de sortir, d'aller prendre un pot avec des amis, ça ne justifie absolument rien du tout. La liberté, c'est l'un des principes fondamentaux que Dieu accorde à l'homme. Un homme qui se lève et qui prend un couteau pour tuer quelqu'un, Dieu ne va jamais lui dire de ne pas le faire. Mais Dieu sait que c'est mauvais, mais il ne le dira pas. Puisque c'est sa volonté, Dieu va le laisser faire. Pourquoi Dieu ne nous restreint pas nos libertés? Pourquoi Dieu n'empêche pas les guerres? Pourquoi Dieu n'empêche pas la méchanceté qui se passe sur la planète, la prostitution, tout ça? Pourquoi Dieu n'empêche pas? Mais il laisse la liberté à l'homme de le faire. Maintenant, l'homme est qui pour restreindre la liberté de son semblable? Est-ce que c'est pas dû au fait que, par exemple, un homme marié a peur que l'infidélité de cette femme-là vienne le tuer? Parce que vous êtes gardé. Non, si vous soupçonnez déjà l'infidélité. Vous savez ce que ça veut dire lorsque un homme, sa couple. Mais c'est ce que je dis, c'est que. Mais s'il ne se doute de rien, il y a des cas comme ça. Prendre les dispositions pour restreindre la liberté de la femme n'empêche pas la femme de commettre l'adultère. Oui. Rien du tout. Mais comme vous dites tout à l'heure, il faut se préserver. Les intentions à quelqu'un ne veut. Est-ce que c'est pas une raison c'est pas une façon de dire aussi que c'est parce que je suis capable de le faire que je pense que l'autre aussi peut le faire? Non, c'est pas ça. Même le fait de le penser chez la femme, c'est même dangereux. Parce que si la femme n'en avait pas l'intention, elle va se dire, ah tiens, ça veut dire que c'est faisable. En fait, c'est ça le problème. Et c'est maintenant qu'elle ira le faire. Donc, le problème est que il faudrait que l'un et l'autre aient un sens de responsabilité. Si la femme n'a pas un sens de responsabilité, ne l'épousez pas. Parce que quand vous êtes en amitié, vous devez observer cette femme-là. Parce que de façon naturelle, la femme doit pour autant, sans que l'homme ne lui demande, dire, ah chérie, je vais à Agla, à tel endroit précisément avec telle personne. Je vais rester peut-être 1 heure ou 2 heures avant de rentrer. C'est que ça doit être automatique, ça doit être un réflexe. L'homme également doit pouvoir signaler sa position à chaque instant à la femme. Ça ne veut pas dire que la femme te domine. Parce que le jour où il y aura un problème, la première personne à qui on pose la question, c'est le partenaire ou la partenaire. Donc, on va demander à la femme, où est ton mari? Si elle n'est pas en mesure de dire où est son mari, c'est dangereux. L'homme aussi, on doit pouvoir lui demander où est ta femme. Mais lorsque la femme dit qu'elle est à Gla alors qu'elle est à Tofo. Et là, ça veut dire qu'il y a double jeu. S'il y a double jeu, pour préserver votre santé émotionnelle, mentale et morale, il faut vous en débarrasser. C'est sans état d'âme au fait. Sans état d'âme. Oui. Si la femme qui est irresponsable, on s'en débarrasse sans état d'âme. Sans état d'âme. Quels que soient les liens qui subsistent. Oui. Le sens de nom. Oui, professeur David Kofi Azan, on va rentrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui qui est le sens du nom. D'entrée, c'est quoi un nom? D'abord, il faut dire que tout ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Tout ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Donc si quelque chose dispose d'un nom, c'est parce que la chose existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom, c'est le langage qui ramène le non-être à être. C'est ce qui n'existe pas. C'est le nom qui l'identifie pour lui donner une forme, pour lui donner une existence. Donc, c'est le premier symbole de l'existence de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, je dis quelque chose parce que les choses et les êtres ont de noms. C'est pour ça qu'ils existent. Donc, c'est la formule consacrée qui désigne, soit de façon profane ou de façon initiatique ou spirituelle, quelque chose qui existe. Et cette quelque chose-là, ça peut être un homme, ça peut être une divinité, ça peut être un arbre, ça peut être les minéraux, ça peut être les animaux ou les végétaux, ainsi de suite. Donc, le nom, pour résumer, c'est le symbole ou la désignation d'un non-être vers l'existence. Et c'est quoi sa symbolique? Sa symbolique, c'est que c'est la première source d'influence des choses et des êtres. Parce que le nom que vous portez ou le nom que quelque chose porte est sa première source d'influence. Je prends par exemple le cas des végétaux. Quand je prends par exemple les feuilles, il y a une feuille par exemple qu'on appelle, presque toutes les feuilles, on appelle par exemple lidjima. On dit lidjima, mais les Nagos disent Feli-Jimi, qui veut dire pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand vous prenez cette feuille-là, et que vous êtes en colère peut-être ou en démêlé avec votre mari, il a piqué une crise de colère parce que vous avez peut-être commis des impairs et tout ça, vous prenez cette feuille-là et, fraîche bien sûr, vous triturez
Et puis vous enlevez une petite partie de votre poil pubien, vous mettez dessus, vous mettez la feuille dans les yeux. La seconde où votre mari vous voit là, il est refroidi. Automatiquement. C'est tout comme si le palabre n'a jamais existé. Il vous pardonne et puis tout continue normalement. Là, vous venez de donner une astuce qui va quand même être expérimentée. C'est le jus pressé de la feuille qu'on met dans l'œuf. Voilà. Vous voyez que la seule femme qui est sur ce plateau, par exemple, elle est curieuse de savoir que vous mettez dans les yeux seulement. Et vous jetez le reste. Et vous allez vers votre mari ou votre patron qui est en colère. Le jour, dès qu'il ouvre les yeux et qu'il vous fixe dans les yeux, c'est terminé. Le pauvre mari. C'est terminé. Le pauvre. Donc, cette désignation de cette feuille, je vais vous donner l'exemple que cette désignation de cette feuille-là lui donne ses pleines potentialités pour jouer ce rôle. Pour faire pardonner. Pour faire pardonner. Donc, c'est la même chose comme les animaux également, c'est la même chose comme les êtres. Donc le nom que vous portez vous influence et caractérise ce que vous êtes réellement. Comme la feuille d'hysope par exemple. Comme la feuille d'hysope par exemple, qu'on dit roman, qui permet de purifier également l'individu. Quoi qu'on sache ce que vous faites, ça permet de vous purifier. Donc voilà autant de choses que nous avons en matière de dénomination de nom. C'est pour ça que nos aînés, avant de donner le nom à quelqu'un, on réfléchit très bien et on voit à peu près quels sont les tenants, les aboutissants, ou quelle vision on veut donner, ou quelle perspective on veut donner à cet enfant-là dans la famille. Et c'est en fonction de ça qu'on lui attribue un nom. Alors, quels sont les éléments qu'on prend en considération pour baptiser un enfant? Pour baptiser un enfant, aujourd'hui... Est-ce qu'on baptise un enfant parce que, bon, tiens, je vois... Il s'appelle Patrice, j'aimais Patrice Talon, donc mon enfant s'appelle Patrice. Tiens, il s'appelle Francis, j'aime Francis Cabrel, donc il faut que mon enfant s'appelle Francis. Non, c'est pas parce que quelqu'un vous souhaite une bonne journée que la journée vous sera bonne pour autant. Non, pas du tout. C'est pas parce que l'autre Patrice Talon, on lui a donné ce nom, Athanase Guillaume ou tout ce qu'on veut, et il a réussi dans la vie, jusqu'à devenir président de la République, que moi aussi je donne Patrice à mon enfant, Athanase aussi à mon enfant, Athanase aussi ou Guillaume à mon enfant, qui va réussir à devenir président de la République. Non, ça veut dire que le prénom ne détermine pas forcément la personnalité de la personne qu'il porte. Non, le prénom ne détermine pas forcément la personnalité que l'on porte. Le prénom permet d'indiquer. Mais la personnalité est caractérisée par des éléments de vie antérieurs. C'est pour ça qu'il ne faut jamais envier les gens, il ne faut jamais jalouser les gens, puisque ils ont un parcours antérieur, ajouté à leur parcours actuel, et aussi les conditions de leur existence terrestre actuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né dans une famille où 90% des membres de la famille sont milliardaires, il est prédisposé à devenir milliardaire. Si quelqu'un d'autre porte le même nom que lui, ou même prénom que lui, et vit dans une autre condition de vie, les deux ne seront pas milliardaires pour autant. Il y a plein de David sur la planète, mais il y a un qui est près de phare, l'autre est artiste, l'autre peut être artiste, l'autre peut être musicien, l'autre peut être peintre. Après, ça peut aussi dépendre de la lignée duquel la personne est issue. Par exemple, si des personnes ont eu les mêmes prénoms dans la famille avant lui, est-ce que ça peut déteindre sur cette personne? Non. Parce que celui qui a le même prénom que lui dans la famille, les deux, à moins que les deux soient la même personne, la même âme qui soit revenue. Sinon, les deux ne devaient pas avoir le même parcours antérieur, donc les mêmes vies antérieures. Il y a tout un agrégat d'informations et également de faits qui concourent à l'explosion matérielle financière d'un individu. Mais il n'y a pas que le nom. Abdelkader demandait tout à l'heure quels sont les éléments qui rentrent en considération pour baptiser un enfant. En principe, aujourd'hui, nous avons adopté le principe grégorien qui est de regarder dans le calendrier pour donner un prénom à un enfant ou de voir le jour de naissance de l'enfant. S'il est né peut-être un lundi, c'est un nom, un vendredi, c'est un nom, ainsi de suite. Moi, je suis né un vendredi, moi, dans le nom Kofi. Je ne sais pas ce que ça signifie réellement, mais dans mes recherches, c'est un nom ghanéen qui n'a rien à voir avec le fond. Alors, ici, dans la tradition, on regarde beaucoup plus les conditions de naissance de l'enfant, les conditions peut-être de rencontre de la maman, les conditions dans lesquelles l'enfant est né, et les conditions du papa également, au moment où l'enfant est né. Je me rappelle que, je crois, en
en 2016, moi j'ai eu une fille, et au moment où j'avais eu cette fille-là, j'avais eu de gros contrats avec certaines structures internationales pour les conseiller sur des réalisations de films et autres. Et j'étais gracieusement payé à l'époque. Dans cette période-là que l'enfant est né, je l'ai surnommé Fouet. C'est-à-dire qu'on va se baigner avec de l'argent. Donc, pourquoi vous n'avez pas surnommé Athanas Guillaume Talon? Non. Je pensais que ça va venir au pouvoir en 2016. Non, pas du tout. Moi, en dehors du fait que moi, on m'a fait porter le prénom David que j'ai jamais accepté, c'est pour ça que je préfère Kofi Aza tout simplement. Je donne toujours des noms au fond à moi, à mes enfants. Endogènes à mes enfants. Mes enfants ne portent pas de nom de calendrier, rien du tout. Donc, c'est la première condition, c'est comment l'enfant est né, les conditions dans lesquelles l'enfant est né, comment on a rencontré sa mère, c'est tout ça qui détermine. Et maintenant, si on a une vision particulière, moi j'ai un enfant que j'ai surnommé Deroyon. Parce qu'à un moment donné, ma maison paternelle était devenue vraiment de l'anarchie. Et je dis, bon, ok, cet enfant-là, toi, ton rôle sera de restaurer l'image de la maison, de reconstruire la maison. Et je l'ai surnommé Deroyon. C'est-à-dire que la maison paternelle sera bonne. Donc, c'est une manière de programmer, au fait, la vie de l'enfant, de le prédisposer à accomplir une mission. Mais est-ce que lorsqu'on rentre dans la dimension métaphysique, oui, le fait que quelqu'un s'appelle David, qu'on dit oui, David, on l'appelle David, oui, est-ce qu'il n'y a pas une connotation dans sa vie? Est-ce que le fait que... Ça influence. On s'appelle, par exemple, Espéro, par exemple, est-ce que l'on dit Espérance, espérer. Est-ce que le fait qu'on l'appelle tout le temps comme ça, que ce soit Espéro, Espérance ou bien SP, est-ce que le fait qu'on l'appelle comme ça, est-ce que ça n'a pas une connotation dans sa vie? Voilà. Ça a forcément une connotation, mais c'est des influences, je dirais, mineures. Mineurs. Oui, c'est des influences mineures. Parce que... David Kofi Aza, je sais que vous avez quand même une connaissance assez holistique que sur la Kabbale, sur la métaphysique et bien d'autres choses. Il y a la connotation spirituelle du son. Lorsqu'on dit Ro, par exemple, Ka, par exemple, Da, par exemple, ça a une connotation sur le plan spirituel. Oui, et il y en a qui tiennent compte de cela pour donner des noms à des enfants. Oui, là ce n'est pas le nom, mais ce sont des sons vocaux. Il y a des sons vocaux qui véhiculent des énergies de façon particulière. Voilà. Et qu'on essaie peut-être d'incruster dans des prénoms qu'on attribue à des enfants. L'inconvénient ici, c'est que si le son vocal qui est incrusté dans son prénom, si l'enfant ne réunit pas toutes les conditions ou n'est pas moulé dans les conditions nécessaires spirituelles pour porter dignement ce nom, le nom va devenir maintenant un poids écrasant pour lui. Donc il faudrait qu'il en d'autres termes, c'est-à-dire que si par exemple dans le prénom d'un individu on retrouve le son vocal homme par exemple, ou on retrouve le son vocal ou par exemple, cet enfant-là doit être dans des conditions spirituelles à telle enseigne qu'il doit refléter la divinité. Si on ne le met pas dans cette prédisposition spirituelle et qu'il dans son prénom transparaît le son vocal homme, et puis il se retrouve dans une église évangélique où il se retrouve à faire autre chose que la haute spiritualité, ça va être un poids. Ce prénom va peser. Tout à l'heure, vous avez parlé parmi les conditions que vous avez citées. Vous avez dit qu'il faut aussi choisir le prénom de l'enfant en fonction des conditions de naissance du nouveau-né. Oui. Par exemple, prends un nouveau-né qui est né avec le cordon ombilical entouré autour du cou. Oui. Si par exemple on devait lui donner un nom, quel serait le nom? Là, on va lui donner un nom de jumeau. Un nom de jumeau? Oui. Mais pourquoi? Parce que l'enfant qui est né avec le cordon ombilical enroulé au cou est un jumeau. Le jumeau, c'est un nom générique qui désigne plusieurs phénomènes, dont le cordon ombilical enroulé au cou. Donc on peut l'appeler corps. David Kofi Aza, tout à l'heure, vous êtes en train de parler du son. Est-ce qu'il peut arriver parfois qu'un être peut être en perdition en raison du nom qu'il porte et de la religion dans laquelle il est? Oui. C'est-à-dire, par exemple, je m'appelle David, alors que, en principe, le David qu'on m'a donné a des éléments sonorifiques et qui sont alliés à une divinité dans le panthéon vaudou, alors que moi, je suis peut-être dans une autre obédience religieuse. Ça va déstabiliser l'individu.
Alors, lorsque je veux baptiser mon enfant, alors quelles sont les prédispositions que je dois prendre? Est-ce qu'il faut aller consulter le phare? Est-ce qu'il faut faire recours aux aînés vivant dans la famille? Quel est le procédé adéquat? Déjà, l'enfant qui est né, voilà. L'enfant qui est né porte systématiquement le nom de son père. Le nom de famille. Le nom de famille de son père. Aujourd'hui, avec la législation au Bénin, on permet de porter aussi le nom de sa maman. Oui, mais c'est qu'on est en train de retourner au système, au régime matriarcal, qui peut être également nuisible. Nuisible comment? Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses à telle enseigne que on a, depuis près de 2000 ans, on a décidé de basculer au régime patriarcal. Parce que le régime matriarcal, c'était le régime d'origine. Mais cela fait que ça donnait la liberté à la femme de choisir le géniteur de son enfant. Et généralement, quand je veux qu'un enfant soit un guerrier, je vais m'accoupler avec un guerrier que je ramène à la maison. Bon, ainsi de suite. Donc, bref, on ne va pas rentrer dans ça. Mais c'est pas très bien. Donc, généralement, l'enfant porte le nom de son père. De son père. Ensuite, si on doit lui attribuer un prénom dont on n'est pas certain de la portée spirituelle, mieux vaut consulter. Cet enfant-là qui vient de naître, est-ce bon qu'il porte tel prénom et que ça lui porte bonheur, joie, prospérité, paix et qu'il vive dans l'abondance et tout? Si le phare vous dit non, il faut changer. C'est simple. Mais que pensez-vous de ceux, par exemple, je vous donne un exemple simple, le mari s'appelle peut-être Francis, la femme Nancérine, les deux se mettent ensemble, on jumelle les noms, ça peut être donner Francinérine, par exemple. Que pensez-vous de ceux-là qui... C'est pas bien. Parce que ça finit par embrouiller l'individu. Parce que quand on dit Francine, ça porte une énergie. Quand on dit Henri, ça porte une énergie. Maintenant, quand on couple les deux là, est-ce que l'enfant est à gauche ou l'enfant est à droite? Il est au milieu, ils veulent qu'il soit au milieu. L'enfant finit par se perdre. Il finit par se perdre. Alors, autre question aussi par rapport au nom, on constate aussi parfois qu'il y a des gens qui ont 4 prénoms, qui ont 5 prénoms, par exemple. Comment vous justifiez cela? Et comment trouvez-vous le fait que sur ces 5 prénoms, parfois, il y a un prénom que on ne comprend pas pourquoi, c'est celui que tout le monde choisit pour l'appeler. Et on constate qu'il répond plus avec ce prénom-là. Je donne un exemple simple, peut-être il s'appelle Quentin, Itayo, Adeshina, quoi. Mais peut-être c'est quand on l'appelle Adeshina que peut-être qu'il répond. Ça, c'est... Bon, je crois que c'est en train de partir. Généralement, quand un enfant naît, le grand-père dit qu'il va donner un enfant. La grand-mère dit il va donner un nom. Le grand-père dit il va donner un nom, la grand-mère donne un nom, le père donne un nom, la mère donne un nom. Et puis, au bout du rouleau, tout ce mélange-là, l'enfant ne se reconnaît qu'à travers un seul prénom et puis c'est fini. C'est pour ça que ce n'est pas bien. En principe, dans la tradition, quand le jeune couple fait le premier enfant, c'est le grand-père paternel qui donne le prénom. Quand il fait le second enfant, si c'est un garçon, c'est le grand-père maternel qui donne le prénom. Et s'il est mort? S'il est mort, cela revient maintenant à la grand-mère maternelle de donner le prénom. Si les deux sont partis? Si les deux sont partis, là, la maman peut donner le prénom. Maintenant, si c'est le tour de l'homme et que c'est son père qui doit donner le prénom, que son père est déjà mort, c'est à l'homme maintenant de prendre la responsabilité de lui attribuer le nom. Mais si c'est au tour de la femme et que l'homme estime que sa femme n'est pas assez équilibrée pour donner le prénom? C'est pas question d'équilibrer. C'est vrai, parfois on en a des épouses parfois qui sont, que je me pardonne, parfois on peut les têtes en l'air, parfois pas avec toutes les notions conséquentes à ce parce que la vie d'un enfant, elle est chère. Un enfant, c'est un investissement à long terme. Un enfant, vous étiez venu la dernière fois avec votre garçon, c'est lui qui va pérenniser le non-hasard. Aujourd'hui, vous pérennisez celui de votre père, il va pérenniser le vôtre demain. Et donc, c'est toute une vie. On ne peut pas se permettre de jouer à la roulette russe avec. L'exemple que vous venez de donner, je vais vous dire, ce garçon-là avec qui c'était venu la dernière fois, c'est sa mère qui lui a attribué son prénom. Ben, Tony. C'est sa mère qui lui a attribué le prénom. Mais est-ce que c'est pas dû que David Kofi Azar peut-être fait consultation, Non, pas du tout. Le premier... Vous êtes mis comme ça avec votre épouse? Non, le premier, mon père était vivant. J'ai dit, c'est ta responsabilité de donner le prénom. Mon père a donné le prénom au premier. Le second, j'ai dit, c'est à la maman de donner son prénom. Son père n'étant pas là, et la responsabilité lui est venue, elle a attribué le nom Breton au garçon. Aucune femme n'est assez folle pour ne pas vouloir du bien à son garçon. Même une folle qui vient de faire un enfant, malgré qu'elle soit dans un état de folie, si vous touchez à son enfant, ben elle va vous décimer. David Kofi Azar, papa de folie, peut-être d'ignorance.
Oh, peut-être. C'est quoi qu'en soit la... C'est pour dire que... Euthanasiante. Non, c'est pour vous dire que quoi qu'en soit la situation de la femme, elle professe toujours le bien à son bébé. Même si elle est... Même toujours grand aussi, on professe toujours le bien. Oui, voilà. Donc donne la femme d'attribuer le nom. C'est pas parce qu'on dit que bonne journée, que la journée sera bonne. Non, ça c'est clair. Vous voyez un peu. Donc, elle peut prendre de mauvaises prédispositions et prêcher dans le vide aussi. Non, je ne pense pas. Parce que vous savez, la femme est plus reliée à son garçon que l'homme. Parce que n'oubliez pas que la paternité de l'homme, c'est une présomption. Tout à fait. C'est une présomption. Mais la certitude de la paternité, de la maternité, c'est absolu. C'est pour ça qu'à Beaumier, on reconnaît plus les enfants maternellement de là-bas. Maternellement, exactement. Donc, la femme qui professe quelque chose sur un enfant, cette chose a plus de chances d'arriver que si c'était le papa qui a fait. Donc, je pense qu'il faut redonner à un moment donné. Je ne parle pas du plan législatif avec tout ce qu'on est en train de faire là. On est en train de féminiser davantage notre population et notre civilisation d'ailleurs, ce qui est très nuisible pour demain. Le législateur aujourd'hui ne s'en rend pas compte en féminisant davantage la civilisation. Je pense sur le plan spirituel, il faut redonner, il faut remettre la femme à sa place initiale, au fait, sans pour autant légiférer par rapport à ça. Sans pour autant légiférer par rapport à ça. Une dernière question, deux en un, je dirais. Quels sont les différents types de noms et quel est le rôle spirituel du nom sur la personne qui le porte? Les différents types de noms, ça va être facile de commencer par les énumérer, mais nous avons des noms, nous avons des noms premiers, nous avons des paroles perdues, mais également nous avons des noms sacrés. Mais il n'y a pas qu'à l'enfant qu'on attribue de nom. On peut attribuer un nom à sa femme. Et aujourd'hui, c'est une pratique qui est en train de disparaître. Les bébés importés là. Sinon, quand une femme... Et vous n'avez pas, vous, d'appeler votre épouse bébé, par exemple? Non, jamais. Chérie? Non. Je lui attribue un nom. Comme exemple? Ah non, je ne vais pas le dire pour faire des jalousies. Mais partagez votre expérience. Non, je ne vais pas le dire pour faire des jaloux. Pour inspirer les gens. Non, je ne vais pas le dire pour faire des jaloux parce que vous savez que j'ai plusieurs gars. Non, vous êtes polygame. Le tact et les précautions d'un polygame heureux. Voilà. Alors, vous avez parlé de 3 catégories là de prénoms à ce niveau-là. Maintenant, quelle est la portée spirituelle du nom ou du prénom? La portée spirituelle du nom et du prénom, vous savez que en dehors de la date exacte de naissance qui nous influence, le nom que nous portons nous relie directement à un égrégore spirituel. C'est-à-dire que ça nous relie à tous ceux qui éventuellement avaient porté ce nom dans l'invisible, qui sont déjà décédés bien sûr dans l'invisible. Ça vous relie directement à leur égrégore. C'est-à-dire que quand je prends le prénom Henri par exemple, tous ceux qui ont porté le nom Henri se retrouvent dans un égrégore. Et dès qu'un autre enfant porte ce nom-là, cet enfant est redirigé, l'énergie est redirigée directement vers cet égrégore. Et cela va commencer par comment il peut en jouer sur le plan spirituel? C'est que ceux-là vont l'influencer et ce que eux, ils n'ont pas pu faire dans leur vie, ils vont mettre ces éléments-là à sa disposition. S'il ne sait pas capter ces éléments-là, il va perdre. Mais s'il sait capter, il va en jouer profondément. Comment on peut faire pour les capter? Oh, ça c'est hautement métaphysique. Hautement métaphysique. Oui, voilà. Merci à vous, David Kofi Azar. J'avais encore quelques questions, mais nous sommes pris par le temps. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à nos amis internautes sur le sens d'un nom, pour conclure. Eh bien, ce que je vais dire, comme l'a dit le roi l'épée en haut, c'est-à-dire que c'est le nom que vous portez qui détermine votre poigne, votre charisme au sein de la population. Donc, il faut bien réfléchir avant d'attribuer un nom à un enfant ou peut-être à votre mari ou à votre épouse. Merci à vous, David Kofi Azar. Je rappelle que vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEB, également grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère, en or. Merci à vous, David Kofi Azar, une fois encore. Merci à vous, à Tifa Olafa, de rester avec moi tout au long de cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention accordée à ce programme télé sur Usaï TV. On se retrouve demain, bien évidemment, avec la une des journaux, la pensée du jour et peut-être dans le panel de discussion. Mais l'émission sera dirigée demain par Nancérine Fatoumbi. Elle vous donne rendez-vous, si tout va bien, demain à 7h précises.